Connaissez-vous l'instabilité des systèmes chaotiques? Ok, j'avoue, ça se la pète grave. Mais en réalité, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. L'idée c'est que certains systèmes semblent parfaitement stables jusqu'à ce qu'on regarde de plus près et qu'on découvre qu'en réalité, ils sont hypersensibles à leurs conditions initiales. En gros, un rien suffit à les dévier, une particule qui change de trajectoire, une mesure faussée d'1 millimètre, et quelques instants ou quelques mois ou quelques années ou quelques décennies plus tard, tout le système prend une direction radicalement différente. Une apparence de solidité mais qui cache en fait une dépendance extrême aux détails minuscules du départ. Ok, et si ça vous parle pas, chose que je peux comprendre, alors imaginez une ferme de courgettes. La ferme d'un vieil agriculteur. Un soir d'orage, il y a un coup de vent de trop et l'un des hangars de cette ferme s'effondre. Ok, rien d'extraordinaire, ça arrive, les bâtiments vieillissent, la météo fait son travail, mais cet effondrement met l'homme en difficulté. Le hangar abritait ses récoltes, son assurance rembourse mal et le voilà qui se retrouve avec des dettes à rembourser. Alors pour réduire ses coûts, il fait un choix, un petit choix, il se met à acheter une nouvelle variété de courgettes moins chères, plus résistantes aux maladies, mais aussi un peu différentes. La peau est plus lisse, un petit peu plus brillante, un détail sans importance. Quelques semaines plus tard, dans une autre ville à l'autre bout du pays, un ouvrier rentre chez lui après le travail, il cuisine, il épluche des courgettes bon marché pour le dîner de ce soir, des courgettes achetées à la supérette du coin, et parce que la peau est un petit peu trop lisse, le couteau rip, et boum, une minuscule entaille sur le doigt. Ok, rien de grave, un pansement et on n'en parle plus. Le lendemain, cet ouvrier retourne sur son chantier, et ce jour-là, il doit vérifier l'alignement d'un pilier avec un appareil de mesure. Et avec son doigt bandé, son geste est légèrement faussé, la bulle du niveau se cale pas exactement où elle devrait, personne ne le remarque, le pilier est validé et on continue de construire. Les murs s'élèvent, les planchers reposent dessus, mais cette erreur minuscule décale la charge sur le pilier de quelques millimètres encore. Une dalle vibre un petit peu trop à l'étage, alors on renforce, le renfort déplace le poids ailleurs, on construit un étage par-dessus qui sera un peu plus décalé, qu'on va renforcer, etc., etc. On fait ce petit jeu d'équilibriste qui masque le problème sans jamais le résoudre. Des mois passent, l'immeuble est terminé, il est inauguré, des familles s'y installent, des enfants jouent dans des couloirs, et puis des années plus tard, une fissure apparaît sur un coin de mur. Une fissure minuscule comme une ride de béton. Personne n'y prête vraiment attention, les bâtiments craquent toujours un peu, non? Mais les années passent, les décennies passent, et la fissure s'allonge de quelques millimètres, la peinture se fendille, la poussière tombe. Un locataire en parle au syndic, mais on lui répond que c'est rien, qu'on verra plus tard. Et puis un soir d'orage, des résidents entendent un grincement métallique. Et puis une canalisation cède, inondant un couloir, l'eau s'infiltre dans les fissures, ronge le béton, alourdit la structure, et tandis que des familles dînent dans leur cuisine, tout bascule. Les planchers s'affaissent, les murs tirent sur les fondations, et en quelques secondes, tout l'immeuble s'effondre dans un nuage de poussière, d'acier tordu et de verre brisé. Un immeuble entier, détruit par une épluchure de courgettes. Bienvenue dans Hostile. Ok, on part sur une histoire qui démarre au lycée. L'histoire d'une rencontre entre une jeune fille et un jeune garçon qui va durer plusieurs années. Alors, sans plus attendre, on part en l'an 2003 au Texas et on plonge dans le témoignage de Courtney, où tout commença lors de sa 2e année de lycée. On est donc en 2003, on est fin août, début septembre et c'est la rentrée des classes. Il commence à y avoir du vent, des feuilles orangées et à faire plus frais, l'automne arrive. Et aux États-Unis dans les années 2000, cette période a quelque chose de particulier. C'est la saison où l'on traîne avec son skate, où on écoute Simple Plan, Green Day, Linkin Park, Sum 41, où on rêve de vivre toutes ces aventures qu'on a vues dans les clips d'MTV. On sait pas encore qui seront nos amis de l'année ni qui sera notre premier amour, mais tout est possible et c'est ça, l'excitation du lycée, la promesse que tout peut arriver dans cette mélancolie automnale qui s'installe. Et Courtney n'échappe pas à la règle, elle marche vers le lycée, casque vissé sur les oreilles. Elle retrouve son groupe d'amis de l'an dernier, une bande large, brillante, soudée. Ça fume des joints, ça fait du skate, ça écoute du Dépêche Mode et du punk rock, ça vit comme tous les lycéens américains au milieu des années 2000. L'essentiel c'est pas vraiment ce qu'on fait, c'est de traîner ensemble. Et ce jour-là, un nouveau s'est greffé au groupe. Personne ne sait trop pourquoi il a été accepté aussi facilement, mais dans un groupe cool comme celui de Courtney, il suffit juste d'un look un peu rock pour être toléré. Son prénom... Michael. Michael est étrange, mystérieux, solitaire, il marche les mains dans les poches, toujours l'air fermé comme si le monde entier l'avait offensé, plus âgé que la plupart des autres, toujours un carnet à la main et quand il parle c'est à peine audible, des phrases marmonnées dans sa barbe incompréhensibles et pourtant il s'intéresse à Courtney. Et Courtney elle s'y oppose pas parce que Michael dégage ce charme trouble du mec mystérieux qui fume des clopes et qui porte des habits sombres. Et puis il est en première, il fait partie des plus grands et à cet âge-là ça compte. Mais rien ne se passe.
Michael ne tente rien, ils se croisent parfois sur le campus, lui marmonne quelques mots, elle répond d'un sourire, c'est gênant pour l'un comme pour l'autre, mais rien. Au fil des semaines, pourtant, Courtney remarque quelque chose. Elle remarque que Michael est, comme tous les ados, en colère contre la société et le monde, mais que la colère de Michael n'est pas la même que celle des autres jeunes de son âge. Sa colère est tordue, obstinée, sombre, et parfois Courtney se surprend à penser que l'atmosphère autour de ce garçon est un peu malsaine. Le mois d'octobre arrive, les feuilles tombent, les journées raccourcissent. Courtney adore écouter Green Day à cette saison, et moi aussi d'ailleurs. À midi, elle déjeune presque toujours au Subway juste en face du lycée, et ce midi-là, elle croise Michael. Ils échangent un sourire, et c'est pas gênant, comme d'habitude, c'est fluide, cool. C'est plutôt un bon début, se dit Courtney. Le lendemain vers 11h, la cloche retentit, Courtney sort du cours d'histoire, longe les casiers, aperçoit sa meilleure amie Christy, et il faut savoir que comme beaucoup de lycéennes, Courtney et Christy font ce truc de s'écrire des mots sur des papiers et dès qu'elles se croisent, elles se l'échangent discrètement comme si c'était des messages hautement secrets. Et donc Courtney croise Christy et récupère discrètement le mot du jour, elle fait quelques pas et puis elle sent une main sur son épaule qui l'arrête et sent qu'on lui glisse un deuxième mot dans la main. Elle se retourne, c'est pas Christy, c'est Michael, gêné, qui lui sourit un peu timidement. Ok, elle sait pas comment réagir, elle est un petit peu touchée, un peu gênée, peut-être un peu séduite, alors elle le remercie, glisse la note dans son sac sans trop comprendre ce qu'il vient de se passer. Cool. C'est un super début. Sauf que Courtney ignore qu'à ce moment, l'histoire vient de prendre un tournant. Car à cet instant précis, celui de la première lettre, c'est la toute première étape d'une très très longue histoire. Alors, j'ai la lettre parce que Courtney l'a mis en ligne, je vais pas vous la lire parce que ça apporte rien et que c'est pas hyper compréhensible. En gros, Michael parle de l'avoir aperçue, de l'attendre, de la surveiller. Il parle de patience, de mystère, de destin, bref, c'est une déclaration d'amour maladroite, mal écrite, cryptique, mais si vous aimez vous faire du mal et tenter de la déchiffrer, alors elle se trouve dans les témoignages en description. Ok, étrange mais cool, pour un début. Parce qu'après tout, il est ce mec mystérieux et différent qui me plaisait, donc je vais pas me plaindre s'il est justement mystérieux et différent, n'est-ce pas ? Se dit Courtney. Et les mois passent, une deuxième lettre imbitable arrive, puis une troisième, puis une quatrième, Michael multiplie les lettres, et à la 10e, Courtney commence à se dire que c'est bizarre. À la 30e, elle commence à se dire que c'est vraiment casse-couille. En quelques mois, Courtney va recevoir plusieurs dizaines de lettres de la part de Michael. Elle en parle à ses potes, eux trouvent ça excentrique. Oui, Michael est bizarre, mais pour eux, il a toujours été comme ça, alors bon, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? C'est normal. Résultat, le printemps arrive et Courtney, ça fait déjà longtemps qu'elle est plus du tout intéressée par Michael. Elle commence même à l'éviter et Michael ne comprend pas, alors il continue de plus en plus et commence même à lui offrir des cadeaux. Il lui offre un carnet d'écriture dont les 15 premières pages sont déjà noircies par lui, déclarations, pensées décousues, mots d'amour qui n'en sont pas vraiment. L'été arrive, Courtney est soulagée, les vacances signifient qu'elle ne le verra plus tous les jours et durant l'été, elle rencontre Adam, son premier vrai petit ami. Les grandes vacances se passent et ça y est, un an plus tard, on est de nouveau le jour de la rentrée. On est donc en 2004, Courtney rentre en 3e année et Michael en 4e, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 4 années de lycée, contrairement à chez nous, il y en a 3. Et comme elle a un copain, il va se faire discret. Enfin, c'est ce qu'elle pense. Mais Michael, visiblement, n'en a rien à battre. Michael va commencer à déposer des carnets, des lettres, des bouquets de roses, des journaux intimes sur sa voiture, dans son casier et partout où il peut. Courtney ne lui sourit plus, ne le salue plus, ne répond plus, mais lui persiste, hermétique au rejet. L'année va s'écouler comme elle peut, et durant celle-ci, Michael lui aura offert des dizaines et des dizaines de cadeaux et de lettres en tout genre. Quand l'année se termine, Courtney souffle, Michael finit le lycée, elle le recroisera plus, les cadeaux bizarres vont enfin s'arrêter. Cool. Les vacances démarrent, elle sort avec ses amis, fait la fête, ne voit plus Michael, tout se passe hyper bien, et l'histoire pourrait s'arrêter là. Sauf que un mois plus tard, on est donc à l'été 2005, elle rentre chez elle vers 18h après une après-midi passée au lac avec ses potes, et là son père qui est dans la cuisine est en train de trier le courrier lui tend une enveloppe Kraft. Courtney comprend immédiatement. À l'intérieur une simple feuille, des mots griffonnés, toujours la même écriture de merde, et ça c'est chiant. C'est chiant parce que ça veut dire que Michael connaît son adresse, chose sur laquelle elle avait vraiment mis le paquet pour lui cacher. Naturellement, la lettre lui tombe des mains, Courtney est glacée. Comment Michael connaît-il sa fucking adresse ? Visiblement, le courrier vient du Colorado, Michael a quitté le Texas. C'est une espèce de lettre d'adieu complètement perchée et pas vraiment compréhensible.
Chose intrigante, il n'y a pas de timbre, ce qui signifie qu'il s'est pointé devant chez elle et qu'il a déposé lui-même l'enveloppe dans sa boîte aux lettres. Courtney panique, elle interroge ses amis, les accuse d'avoir donné son adresse, mais tous jurent que non, ils ne l'ont pas fait. Alors elle a peur pendant quelques semaines, mais plus rien, plus aucun signe de Michael. Septembre 2005, dernière année de lycée de Courtney. À partir de là, elle n'aura plus aucune nouvelle de Michael. Elle passe son diplôme, termine le lycée en 2006 et finira par oublier cet étrange garçon un peu érotomane qui lui aura fait des centaines et des centaines de déclarations d'amour étranges durant ses années de lycée sans jamais oser venir lui parler en face. Ce qui nous amène à la partie 2. On est en 2008 et ça fait 2 ans déjà que Courtney a quitté le lycée, elle a emménagé au Mexique et bad news, elle est tombée dans la drogue. La méthamphétamine, oui, la même drogue que dans Breaking Bad qui se passe également au Nouveau-Mexique, bref. Elle veut s'en sortir et décide donc de revenir au Texas dans sa ville natale pour se sevrer et repartir de zéro. Ce jour-là, il doit faire 25 degrés, elle est en plein déménagement, elle décide de faire une pause dans ses cartons pour se rendre à la bibliothèque afin de se vider la tête. Et en rentrant, elle regarde sur son compte MySpace et là, notification, une demande d'amis. Une demande d'amis d'un certain Michael. Courtney hésite, elle accepte, parce qu'après tout ça fait 2 ans qu'ils se sont pas croisés et que tout ça c'est de l'histoire ancienne, et immédiatement elle reçoit un message. Un ton poli, courtois, des excuses pour son comportement bizarre lorsqu'ils étaient au lycée. Courtney elle est surprise, elle lui répond, elle lui dit qu'elle apprécie ses excuses. Ils discutent un petit peu, tu fais quoi maintenant, blablabla, et elle lui dit qu'elle revient vivre quelque temps au Texas. Elle lui dit au revoir, se déconnecte et part terminer ses cartons. 3 jours plus tard, elle est donc de retour dans sa ville natale chez son père. Lorsqu'elle arrive enfin, elle se pose sur le canapé, ouvre son ordinateur portable et là, nouveau message. Michael lui a répondu et drôle de coïncidence, il rentre aussi au Texas. Cool. Courtney, elle est pas du tout inquiète, elle est même plutôt contente que ce chapitre étrange de sa vie qui était resté en suspens finisse plutôt bien. Et elle est aussi hyper contente que son sevrage se passe plutôt pas mal. Elle est dans une super dynamique, elle trouve des cours d'été, elle trouve un job de serveuse pour les financer. Elle a merdé certes, mais la voilà en train de se remettre sur des bons rails. Les semaines suivantes, elle échange encore quelques messages avec Michael, mais rien à voir avec les lettres obsessionnelles du passé. C'est des conversations banales, d'adultes, cordiales, presque lambda. Courtney se dit qu'il a changé, que lui aussi a grandi parce que là, il n'y a rien à voir avec les lettres qu'il envoyait. Et elle se dit cool, c'est un bon début. Et puis, un après-midi, elle est dans le restaurant dans lequel elle travaille pour financer ses cours. Elle dresse les tables avant le rush du soir quand soudain les portes du restaurant s'ouvrent et une personne entre. Courtney est de profil, mais elle reconnaît la silhouette dans son champ de vision périphérique parce que c'est pas la première fois que cette silhouette se trouve dans son champ de vision périphérique et cette silhouette, elle la connaît très bien, c'est Michael. Michael qui s'approche et marmonne un bonjour, puis pose sa main sur celle de Courtney délicatement et puis la serre fort, un peu trop fort avant de relâcher sa prise. Et là, les espoirs de Courtney de retrouvailles cordiales, de choses qui finissent bien avec cet étrange type transi qu'elle avait bien aimé au début, qui était bizarre mais qui a changé, viennent de voler en éclats. Courtney est pétrifiée, il la regarde et marmonne à nouveau, et au fond d'elle, elle sait que Michael a déménagé du Colorado vers leur ville natale pour elle, qu'il a pris sa réponse sur MySpace comme un signal d'amour éternel. Elle sait au fond d'elle qu'il est le même qu'au lycée, le même type tordu qui avait réussi à découvrir où elle vivait. Et elle l'avoue, il y a une partie d'elle qui avait espéré secrètement qu'ils avaient mûri tous les deux, mais là présentement, tandis qu'il lui broie la main, c'est plus d'actualité. Alors elle sourit poliment, hoche la tête et prétexte qu'elle doit aller en cuisine pour aider. À partir de là, elle fonce dans les vestiaires, remplie d'angoisse. Elle est la seule serveuse à l'étage jusqu'à 17h, il est 14h, 3 heures à tenir seule. Elle peut pas démissionner parce qu'il y a un prélèvement bancaire qui arrive dans 2 jours pour payer ses cours d'été. Elle se doit de garder son job, de rester sur des bons rails, de terminer son sevrage et reprendre ses études. En gros, elle peut pas partir comme ça, alors elle respire. Elle essaie de se rassurer, elle est parano, il est juste surpris de la voir, il a rien fait après tout. C'est elle qui a une façon de réagir un peu démesurée, c'est ridicule, personne ne serait assez tordu pour revenir du Colorado pour elle. Non, personne ne serait assez tordu pour faire ça. Et en même temps, elle se demande d'où venait ce regard jubilatoire dans les yeux de Michael, comme s'il avait faim et qu'il allait la dévorer. Elle se passe de l'eau sur le visage, elle retourne dans la salle du restaurant. Il faut rester occupé, continuer à installer les tables, rester éloigné du comptoir et de Michael. Michael lui tient un petit peu la jambe, mais finit par partir et la journée se termine. La semaine se déroule sans encombre ni visite. Et puis le lundi suivant, elle arrive au travail. Elle rentre dans les vestiaires et là on lui présente le nouveau type qui va faire la plonge.
Courtney se dit naturellement « Faites que ce soit pas Michael, faites que ce soit pas Michael, faites que ce soit pas Michael. » Salut Courtney, je te présente le nouveau qui va faire la plonge. Et il s'appelle Michael. Bordel, Michael vient d'être embauché comme plongeur. Et à partir de ce jour, le quotidien de Courtney qui était plutôt cool, sevrage, remise en forme, job d'été, va virer au cauchemar. Michael devient collant, agressif, il marmonne des menaces aux clients qui regardent Courtney, il la grippe par le bras, lui laisse des bleus. Un soir, il explose de rage contre un habitué, un vieil homme que Courtney considère un peu comme son papy. Michael hurle qu'il est un pervers, menace de l'expulser, et la semaine suivante, il promet de trancher la gorge d'un client d'une oreille à l'autre si celui-ci continue de parler à Courtney. Et puis, un jeudi soir, Courtney a fini son service, épuisée, écrasée par la fatigue. Elle a un vieux plat de courgettes devant elle et là, elle craque. Elle réalise qu'elle est coincée dans cet enfer qu'elle ne peut pas quitter, faute d'argent, faute de diplôme, faute de plan. Elle se sent littéralement piégée par les mâchoires de la vie d'adulte. Courtney comprend alors qu'elle est dans un trou qu'elle a elle-même creusé, que chaque petit pas hasardeux qu'elle a fait dans sa vie, chaque renoncement l'a menée là, que sa vie actuelle n'est pas un coup de malchance, sa vie actuelle s'est effondrée parce qu'elle n'a jamais bâti de fondations solides, pas assez révisée, pas savoir ce qu'elle voulait faire plus tard, être fainéante, manquer de volonté, sécher les cours, aller à cette soirée au lieu de bosser son partiel, fumer des joints, ne pas prendre son devoir à temps, arrêter le sport, manquer de discipline, procrastiner, se tirer au Nouveau-Mexique pour fuir la situation, faire trop la fête, tomber dans la drogue. Tout ça, toutes ces petites erreurs de parcours qui individuellement sont pas irréversibles, mais mises bout à bout, ces choix, ces petites erreurs ont formé une fissure, une erreur structurelle qu'on ignore jusqu'au jour où le bâtiment s'effondre sur lui-même. Et en l'occurrence, le bâtiment, ici, c'est sa vie. Et là, Courtney prend conscience que la vie est un système chaotique et qu'essayer de construire sa vie dans un système chaotique et y faire des erreurs de construction dès le départ, ça a un prix terrible. Bref, elle se réfugie dans la chambre froide pour pleurer, mais la porte s'ouvre, Michael entre. Il se tient juste devant elle et la domine de toute sa hauteur. De longues secondes passent dans un silence horrible. Et puis Michael se penche, l'embrasse sur le front et repart. Immédiatement, Courtney prend ses affaires dans les vestiaires, elle part du restaurant, elle a prévu de pas rentrer chez elle et de dormir chez un ami. Elle a envie de gerber, elle a le temps car Michael termine son service dans 2 heures. Elle arrive à sa voiture, démarre et sort du parking. Elle s'arrête à un feu rouge et là, la porte s'ouvre côté passager et Michael entre. « Tu me ramènes ?» Comment il a fait? C'est impossible, elle est certaine d'avoir verrouillé la voiture. Courtney réalise que d'une manière ou d'une autre, Michael a dû casser la serrure, ou quand comment ça n'a plus vraiment d'importance car maintenant il est assis à côté d'elle, tout près, et comme elle n'a pas dit non, il est en train de lui indiquer le chemin de sa maison, et ajoute au passage qu'il est très heureux qu'elle soit revenue vers lui. Courtney, elle est paralysée et en même temps elle est furieuse, elle est en colère contre elle d'être si faible et incapable de stopper tout ça, contre lui qui refuse de la lâcher, qui est revenu avec l'intention de réclamer ce qui lui est dû, cet enfoiré qui marmonne dans sa barbe tout le temps, qui est allé jusqu'à se faire embaucher dans le même restaurant qu'elle, et à prononcer les seuls mots qu'elle ne l'a jamais entendu articuler aussi clairement, qu'il allait trancher la gorge d'un client d'une oreille à l'autre. Courtney, elle est à bout, mais elle fait rien. Elle le ramène chez lui, et lorsqu'il y arrive, il y a plein de monde devant le pavillon, parce que le colocataire de Michael a organisé une petite fête et a invité toute la ville. Et coup de bol, grâce à cette foule, Courtney va trouver le courage nécessaire pour faire ce qu'elle s'apprête à faire. Alors elle sort de la voiture, et là Michael commence à l'emmener vers sa chambre. Et au début elle se laisse faire parce que Michael a vraiment une sale gueule, la tête d'un enfant qui n'a pas envie qu'on lui prenne son jouet, et le jouet, c'est elle. Mais au moment de passer la porte de la chambre, Courtney s'arrête, elle résiste, elle est entourée par la foule. Et alors que Michael lui tire sur le poignet et commence à lui faire mal, elle fait ce qu'elle a toujours voulu faire. Elle lui hurle qu'en gros elle est plus du tout intéressée, qu'il doit aller se faire soigner parce qu'il est malade et qu'il doit aller aussi se faire foutre. Autour d'eux il y a un gros blanc, tout le monde a entendu et les regarde. Courtney essaie de se dégager mais Michael la retient et il est fort. Et là, Michael va faire comme tous les tarés érotomanes et frustrés qui se retiennent depuis des années. Il va péter un plomb et lui hurler à quel point, ouvrez les guillemets, il a envie de la baiser depuis toutes ces années. Cette espèce de sale, fermez les guillemets. Et là, il commence à la traîner, littéralement, dans la chambre. Sauf que tout le monde a vu la scène. Tous les garçons qui sont là se jettent sur Michael et le plaquent au sol. La bière vole partout dans les cheveux de Courtney, dans sa chemise, ça hurle. Elle sent des mains sur la sienne, des mains de filles qui essaient de faire lâcher prise à Michael, qui la serre de toutes ses forces. Alors il finit par lâcher et disparaît sous la mêlée de corps.
Et à ce jour, Courtney ne sait toujours pas qui étaient les filles et les garçons qui l'ont sauvée ce soir-là. Ce qui nous amène à la partie 3, le grand final. Après cette soirée un poil désastreuse, Courtney rentre dormir chez son père. Elle est soulagée et inquiète à la fois. Soulagée parce qu'elle a réussi enfin à dire non, parce qu'elle a enfin manifesté qu'elle n'était pas une poupée, mais inquiète parce que justement maintenant, il y a des chances pour que Michael ne la considère plus comme une poupée, mais comme une personne, et donc qu'il veuille la punir. Courtney, elle en parle pas à son père parce qu'il est heureux, il a refait sa vie, elle veut pas l'inquiéter, elle veut pas avoir son regard quand il verra les bleus sur son avant-bras. Elle se couche, elle dort mal, le lendemain matin, elle se réveille, sort du lit et s'habille. Elle met une chemise à manches longues pour cacher les bleus. Elle le dit, elle préfère largement ça et rôtir sous la canicule de l'été que de penser à Michael. Elle se dirige vers la cuisine, contemple la rue à travers les baies vitrées, sous un ciel radieux, l'herbe de jardin est inondée de soleil, il y a la piscine, la vue est dégagée, elle peut voir n'importe qui venir vers la maison, tout est calme, tout va bien. Et là, 3 coups sur la porte. Courtney sait. Elle sait que c'est pas un livreur, parce qu'aux dernières nouvelles, les livreurs ne tambourinent pas comme des demeurés sur les portes. Mais comment il sait ? Comment il a fait pour connaître la nouvelle adresse de son père qui a déménagé et qui n'habite plus du tout à l'ancienne maison familiale dans laquelle il avait déposé l'enveloppe en papier craft il y a plus d'1 an? Et pourtant c'est sûrement lui, ça fait aucun doute, elle le sait, il est là derrière la porte. Et lui sait, il sait qu'elle est là quelque part dans la maison. En entendant les coups sur la porte, les jambes de Courtney lâchent, le paquet de chips tombe au sol, elle s'effondre, elle rampe, se cacher derrière le frigo en larmes, et puis elle attend dans un long silence. Et là son téléphone vibre. Numéro du Colorado, elle a reçu un message. Un message qui dit « Ma chère, je sais que tu es là, laisse-moi entrer, je t'ai acheté ton sandwich préféré au Subway et j'ai également une surprise pour toi. » Courtney se demande comment est-ce que cet enfoiré a eu son numéro de téléphone, mais c'est pas le plus important. Le plus important, il est sur son bras parce que sa manche s'est retroussée dans l'action et que sur son bras, il y a les empreintes de bleu laissées par la main de Michael hier soir. La main d'un type qui lui veut pas du bien et qui est devant sa porte d'entrée. À ce moment-là, Courtney comprend quelque chose. Elle est vraiment dans la merde. Alors heureusement, Monsieur Instinct de survie prend le dessus. Courtney se relève, prend les clés, son téléphone et court pour sa vie. Les chips craquent sous ses semelles, elle traverse le salon à toute vitesse direction la porte de derrière, sauf que derrière elle, elle perçoit un cliquetis métallique parce que Michael est en train d'essayer de rentrer par la cuisine. Courtney hallucine, elle est dans un film d'horreur, elle fonce dehors, la lumière du jour l'éblouit, la chaleur est écrasante et pourtant, elle ressent un frisson glacial. Le frisson d'un truc qui s'appelle la peur, avec un grand P. Courtney dévale les marches du Porsche, traverse le gazon, se jette par la fenêtre ouverte côté passager de sa voiture, démarre en marche arrière et s'enfuit. En partant, elle jette un petit peu un coup d'œil derrière et il y a un truc qui la chiffonne, c'est que Michael ne sort pas de sa maison. Bref, elle conduit à toute vitesse, loin du pâté de maison, son téléphone vibre, toujours ce numéro du Colorado. Elle répond pas, elle décide d'appeler un pote qui habite à côté, Chris. Chris décroche, elle arrive chez lui, se gare, court vers lui et s'effondre en larmes en lui racontant son histoire. Chris la fait rentrer chez lui et au début il la croit pas parce qu'il connaît Courtney et ses mauvais penchants, alors il pense qu'elle est dans un délire un peu paranoïaque sous l'emprise de drogue, et puis il ressort pour récupérer les clés de la voiture, rester sur le contact, et là il tombe sur le téléphone portable de Courtney. 52 messages reçus. Chris regarde un petit peu et là il s'arrête sur une photo. La photo du tiroir à sous-vêtements de Courtney. Ok, Michael est bien chez elle. Chris revient, appelle 2 autres copines, donc Christy, vous savez, celle avec qui Courtney échangeait des mots au lycée. Les filles arrivent, elle ramène Courtney chez elle, puis appelle la police. Et entre-temps, nouveau message de Michael qui promet qu'il va lui raser, je cite, « ses cheveux de pute si elle ne revient pas et qu'elle n'est pas sage ». Sauf qu'entre-temps, il y a le père de Courtney qui rentre du travail et qui voit des traces de pneus devant chez lui, pas de voiture, la porte d'entrée ouverte, mauvais délire. Alors il entre, et le voilà qui tombe sur Michael en train de fouiller dans le tiroir à culottes de sa fille. Sauf que le père il a jamais vu Michael, il n'en a même jamais entendu parler, alors il se dit que c'est juste un cambrioleur un petit peu chelou qui fouille dans les culottes de sa fille. Alors il faut savoir que le père de Courtney il est avocat, il a défendu des dizaines de victimes et de salopards. C'est pas le genre à se laisser impressionner par n'importe qui, alors il plante ses yeux dans ceux de Michael et lui dit juste « barre-toi de chez moi ». Tout naturellement Michael obéit et se tire. Le père entre dans la cuisine, il voit le paquet de chips écrasé, il voit la porte de derrière grande ouverte, sauf qu'il sait que Courtney est comme lui sur les portes, ils sont paranoïaques, ils ont des tocs de vérification et donc c'est impossible que sa fille ait laissé la maison ouverte comme ça et donc il comprend que sa fille s'est tirée en courant de la maison parce que Michael était entré
Alors il revient en trombe dans l'entrée, il hurle après Michael qui est déjà en train de descendre la rue. Quelques minutes plus tard, les voitures de police arrivent. Certaines partent à la poursuite de Michael, d'autres s'arrêtent et auditionnent le père de Courtney. Courtney arrive avec ses amis, elle leur explique toute l'histoire, leur montre le téléphone, elle est en larmes mais c'est fini à présent. Elle conduit la police dans la maison, leur montre les cartons sous son lit, des dizaines de lettres, de carnets, de cadeaux par centaines. Tout est saisi, photographié, mis sous scellé. Suite logique, plainte, procès. Son père obtient rapidement une ordonnance de restriction et peu à peu l'affaire se tasse et depuis Courtney a repris une vie normale. Elle a déménagé très loin avec son père, elle ne précise pas l'endroit pour des raisons que vous comprenez. Et des mois plus tard, un soir d'orage dans sa nouvelle maison, elle trouve son père en train de feuilleter un truc. Sauf qu'il y a un détail qui plaît pas trop à Courtney. Son père porte des gants. Elle comprend qu'il est pas en train de lire le dernier closer. Elle lui demande ce qu'il fait et là son père lui explique. Il s'agit d'un journal qu'il n'a pas remis à la police. Le journal que Michael avait laissé sur leur porche. La fameuse surprise qu'il avait promis par SMS à Courtney. Le père l'a trouvé et n'en a pas parlé jusque-là. Et il se trouve que ce journal contient des dizaines et des dizaines de photos de Courtney. Des photos d'elle, nue, qui sort de la douche. Des photos sur lesquelles elle embrasse son petit ami de l'époque, Adam. Des photos d'elle dans sa cuisine, dans sa voiture, à la piscine, dans son jardin. Des photos d'elle en train de dormir chez elle dans son lit. Des clichés qui s'étalent sur plusieurs années. Pourquoi est-ce que t'as gardé cette merde ? Demande Courtney. Et là, son père ne prend pas la posture du papa protecteur, mais celle de l'avocat. Il lui dit « Si jamais un jour je te retrouve morte, alors au moins, j'aurai ce fucking journal pour prouver qu'il a fait. » À l'origine, je pensais conclure avec un long laïus sur l'érotomanie, ce syndrome dont Michael semble être touché. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'érotomanie ou syndrome de Clérambault est un trouble délirant dans lequel une personne est persuadée que quelqu'un, souvent inaccessible, est secrètement amoureux d'elle. Alors il y a environ 15 cas pour 100 000 personnes par an et les femmes sont 3 fois plus touchées. Voilà, merci ChatGPT, pas grand chose à dire de plus. Mais c'est pas ça, le truc sur lequel je voulais rester, c'est plutôt sur la vie de Courtney. Sur cette découverte que la vie est en fait un système chaotique et sur cette période qu'on appelle la Decisive Decade qui a été théorisée par la Brookings Institution, un think tank américain assez connu qui a son siège à Washington. La Decisive Decade, c'est la décennie 14-24 ans où les choix qu'on va faire, les décisions prises, les erreurs accumulées auront le plus d'impact sur nos vies futures. Et c'est aussi la période où on est le plus inconscient. Et donc on a beau le savoir vaguement, personne à cet âge n'en prend la mesure réelle. Alors oui, on fait tous des erreurs entre 14 et 24 ans, on doute, on fait des choix qu'on regrettera ou pas, mais pour beaucoup la vie sera ok. Des hauts, des bas, du bonheur, de la souffrance. Des gens très seuls, sans enfants avec des super carrières, des gens très entourés, famille, amis qui travailleront tout en bas de l'échelle, des gens un petit peu moyens partout, des gens qui font des métiers qu'ils détestent, qui ne voient pas beaucoup grandir leurs enfants mais gagnent très bien leur vie et peuvent leur offrir des belles vacances, des super écoles, un super avenir, d'autres qui doivent pointer à leur boulot pas hyper cool mais finissent à 17h et donc exercent leur passion à côté, passent du temps avec leurs enfants après l'école, bref, des existences où chacun trouve un petit peu son compte. Il y en a certains, moins chanceux, moins guidés, qui feront un petit peu trop d'erreurs pendant la Decisive Decade, jusqu'à ce que leur vie devienne une structure totalement bancale et un sable mouvant dans lequel ils s'englueront jusqu'au cou. Et si c'est vous, ce mec qui a fait un petit peu trop d'erreurs, alors oui, vous allez ramer. Oui, vous allez en baver, oui, ça va être dur parce que le monde est un léviathan qui vous avale tout cru et vous projette dans la vie d'adulte, que vous le vouliez ou non, et contre lequel on ne peut absolument pas lutter. Bosser, manger, payer son loyer, et une fois que ça c'est fait, c'est hyper compliqué de trouver la force de sortir de sa condition. Je sais. Mais c'est possible, il faut sortir les doigts, parce que personne ne le fera à votre place. Faites des projets, ne lâchez rien, croyez en vous et en vos rêves, et bonne nuit. À l'heure où tu écoutes cet épisode, le prochain est déjà sur Patreon pour les membres. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à me follow sur Spotify, Insta, Apple et tout le tralala pour t'abonner, liker et commenter. Ça me soutient énormément. Et un immense merci à ceux qui me soutiennent déjà. Chloé, Saïda, Fredmo, Alice, Charline, Macno, Manon, Tania, Aude, Steven, Frédéric, Agnella, Arthur, Léna, Vincent, Jérémy. Vous êtes vraiment les boss.